Qu'est-ce que la France-Afrique? C'est une organisation mafieuse, mise sur pied par le général de Gaulle et son principal homme de main, Jacques Foccart, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter que les Africains et les populations des colonies françaises soient tous intégrés dans la République française, dans la citoyenneté française, et risquent d'élire à la tête de la République française un noir, un arabe ou un jaune. Il fallait mettre en place un système dit de décolonisation. Mais cette décolonisation, du point de vue de Gaulle et de Foccart, du point de vue des dirigeants de la Ve République française, devait conserver les avantages de la colonisation tout en se débarrassant des inconvénients de la colonisation. C'est ce qu'on a appelé la pseudo-décolonisation. Inconvénient de la colonisation, les Noirs d'Afrique risquaient, en tant que citoyens français, de constituer une majorité démographique à l'intérieur de la République française et par conséquent d'élire un Noir à l'Élysée. Pour les racistes, colonialistes, négristes qui présidaient à l'élite politique française, il était hors de question de laisser cela advenir. La victoire électorale d'un Noir ou d'un Arabe, en raison de la majorité démographique négro-maghrébine, eh bien, à l'intérieur de l'Empire français, il était hors de question d'organiser une élection qui risquait de voir un Noir ou un Arabe à l'Élysée. Donc, il fallait exclure les Noirs et les Arabes de la citoyenneté de l'Empire. Il ne fallait pas leur donner une citoyenneté correspondante à celle de leurs concitoyens blancs, originaires de la France et de l'Europe. Mais il fallait, en décolonisant, conserver les avantages de la colonisation, c'est-à-dire qu'il fallait déguiser le pillage colonial à travers un appareillage juridique, militaire, un appareillage culturel. C'est ainsi qu'on a mis en place le système des accords de coopération et de défense. Les accords de défense permettaient à l'armée française de demeurer la principale puissance militaire sur le sol de ses anciennes colonies et de ses anciens territoires sous tutelle. C'est-à-dire qu'au moment où on proclamait les indépendances, la France s'organisait pour continuer à contrôler militairement ses anciennes colonies. Mais cette fois-ci, elle se déguisait sous des accords de coopération et de défense, qui faisaient que tout se cachait derrière le fait qu'on prétendait que ce sont les Noirs des anciennes colonies françaises qui avaient eux-mêmes autorisé l'armée française à rester chez eux pour préserver la soi-disant stabilité. Le thème et le concept de stabilité que vous avez régulièrement entendu dans les sciences politiques africaines, répété par les dictateurs africains pour justifier leur présidence à vie, c'est un concept colonial. Les colons, pour justifier le fait de maintenir leur camp militaire, ont utilisé depuis les années 50, 60, 70, 80, le concept de stabilité. Pour votre stabilité, nous allons conserver des conseillers militaires à la présidence, au ministère de la Défense, dans votre état-major. Notre système de renseignement va chapeauter votre système de renseignement. Nous allons maintenir des bases militaires chez vous pour votre stabilité. Entendez bien par là, si vous ne voulez pas cela, on va vous déstabiliser, on va organiser des coups d'État pour renverser ceux de vos dirigeants qui ne veulent pas rester des valets. On met en place le système de coopération. Et ce système de coopération, on va le boucler sous la domination monétaire. C'est-à-dire que la France préserve le droit de prélever les richesses africaines en échange de l'utilisation d'une planche à billets dont elle est la seule maîtresse. C'est elle qui s'arroge le contrôle des crédits aux économies africaines. C'est-à-dire qu'elle produit du billet de banque et l'Afrique donne en échange du cacao, du bois, du café, de la banane. L'Afrique donne en échange de l'or, de l'uranium, du manganèse. La France, elle produit du papier. Ce papier s'appelle le franc CFA. Elle s'octroie ce qu'on appelle un droit de tirage spéciaux sur les ressources africaines. C'est ça le franc CFA. Le franc CFA, c'est le pouvoir issu de l'occupation militaire et coloniale de décréter qu'en échange de ces bouts de papier-ci, vous donnerez ces richesses-là. Mieux, jusqu'à ce jour, c'est la France qui a l'initiative de l'évaluation de la monnaie de 15 pays africains. Et, très régulièrement, quand elle est en difficulté économique sur le continent européen, elle dévalue la monnaie qu'elle a imposée à 15 pays africains afin de prendre davantage de richesses à ces pays et compenser ces déficits continentaux, ces déficits européens. C'est ce qu'on a appelé la magie du compte d'opération du franc CFA. Une grande arnaque, une escroquerie.
Je vous donne du papier, vous me donnez vos richesses. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous fais un coup d'État. Et je mets quelqu'un d'autre qui, lui, est d'accord. C'est ça la pseudo de... Donc la France-Afrique, c'est une mafia. Et on chapeaute enfin le tout par la domination des institutions culturelles de la francophonie. C'est quoi la francophonie? À l'origine, il s'agit de célébrer la noblesse, la beauté de la langue française. Mais il n'y a pas de langue humaine qui ne soit pas belle. Pour ceux qui aiment leur langue, pour ceux qui parlent leur langue, il y a toujours des raisons d'y trouver de la beauté. Mais derrière cette célébration de la beauté de la langue française se cache la volonté de contrôler toutes les idées qui circulent parmi les populations francophones. C'est-à-dire, en fait, la volonté de maintenir la domination culturelle. La francophonie n'est rien d'autre qu'un ensemble d'organisations mises en place pour le contrôle mental des Africains des anciennes colonies, des territoires sous tutelle. Sous couvert de polisser la langue, on veut polisser les idées. Et on va contrôler médiatiquement tout l'espace francophone. Ce sont les médias parisiens qui vont dicter l'opinion pendant plus de 40 à 50 ans. Il a fallu attendre la révolution des réseaux sociaux pour que les grands médias de la francophonie cessent d'être les faiseurs d'opinion dans l'Afrique et le monde francophone. Bon. Je vous décris tout cela pour vous dire que c'est tout ce système qui est en train de devenir fou. Le système devient fou parce que les Africains réussissent à obtenir le retrait des bases militaires françaises. Il y a seulement 5 ans, je discutais ici en France, à travers l'Europe et même le monde, avec plusieurs personnes, africaines, françaises, européennes, américaines, qui me disaient qu'il était strictement impossible que les Africains obtiennent le retrait des bases militaires françaises. Et qui partaient d'une analyse complètement fausse du rapport de force entre les peuples africains et les armées françaises en Afrique pour dire que les Africains n'étaient pas en capacité d'obtenir le retrait de ces bases. Et moi, je disais, et je l'ai écrit il y a plus de 15 ans, il suffira qu'il y ait un alignement entre la volonté profonde du peuple, la volonté de l'armée et celle des dirigeants politiques pour que tous les camps militaires français soient démantelés. Et ce démantèlement pourra se faire sans tirer une seule cartouche. Car aucune armée d'occupation au monde ne peut vaincre la molécule fusionnelle constituée par le peuple, l'armée et l'élite politique. Chaque fois que ces trois entités, dans quelque pays que ce soit, s'alignent, même les Américains s'enfuient. Vous les avez vus fuir d'Afghanistan. Vous les avez vus fuir de Somalie. Vous les avez vus fuir du Vietnam, comme les Français. Vous les avez vus fuir d'Algérie. Partout où le peuple, l'armée et l'élite politique s'alignent de façon orthogonale, l'occupation étrangère devient impossible. Voici que cela a donc été rendu possible. Le Mali, le Burkina et le Niger ont montré qu'on peut démanteler les camps militaires français sans effusion de sang. M. Macron a beau s'agiter, les Africains ont donné une leçon de politique non violente, mais en même temps puissante, au monde entier. C'est l'une des rares premières fois de l'histoire de l'humanité, de ce 20e, 21e siècle, que l'on fait partie d'une force d'occupation étrangère sans faire la guerre. Mais en lui montrant simplement qu'elle ne peut pas gagner la guerre. Parce qu'il ne faut pas que vous vous y trompiez. Si l'armée française est partie du Mali, c'est parce qu'elle ne pouvait pas gagner la guerre contre le peuple malien, l'armée malienne et la classe politique malienne rassemblée. Les géopolitiques et les géostratèges maliens ont bien calculé que s'ils voulaient mener une guerre au Mali, ils allaient la perdre. C'est pour ça qu'ils sont partis. Parce que les colons et les néocolons ne partent que quand le rapport de force ne leur est pas favorable. Ils ne partent jamais de leur bon gré. C'est la même situation au Burkina Faso. À partir du moment où il y a eu une alchimie entre le peuple burkinabé, l'armée burkinabé, le gros des forces de l'armée burkinabé, et l'élite politique burkinabé du MPSR2, représenté par le président Ibrahim Traoré, il était impossible aux soldats français de rester dans le camp de Cambouansien. Il était impossible aux armées de l'OTAN de demeurer au Burkina. Parce que le rapport de force sur le terrain était inversé. C'est exactement la situation qu'ils ont connue à Bien Dien Phu. Et ils ont voulu être têtus à Bien Dien Phu, ils ont mordu la poussière. C'est celle-là qu'ils ont connue. Et ayant quand même noté quelques leçons de l'histoire, ils ont préféré se retirer que de s'exposer à un affrontement qui ne leur aurait pas été forcément bénéfique. Regardez le schéma du Niger. L'armée française ne s'est pas retirée du Niger de gré. Mais elle s'est retirée sur la base d'une analyse du rapport de force qui s'était constitué entre le peuple nigérien, d'une part, l'armée nigérienne, toujours de la même part,
l'élite politique nigérienne incarnée par le CNSP, dirigée par le président Abdourahmane Tchani, ça c'est une part. Et de l'autre côté, ben, l'armée française. Le rapport de force sur le terrain physique, sur le terrain psychologique, sur le terrain militaire et géostratégique n'était pas à l'avantage des troupes d'occupation. Donc quand vous voyez l'armée française se retirer successivement du Mali, du Burkina et du Niger, cela provoque en effet un branle-bas dans tout le système de domination, ce qu'on a appelé le précaré ou la zone d'influence. Et c'est ce branle-bas-là qui se traduit par l'angoisse accrue des dirigeants français actuels et qui explique aussi leur tendance, leur propension à la violence, à l'irrespect de la liberté d'expression qu'on disait sacro-sainte en France. C'est ce qui explique leur déchaînement contre des individualités qui sont des sources d'éveil et de conscience, comme votre serviteur. Ils sont déchaînés parce que sans qu'une cartouche, sans qu'une goutte de sang français ne soit versée, ils ont été démantelés de 3 pays africains en moins de 2 ans. Et ils sont complètement remontés parce qu'ils savent que même dans les pays qui sont encore dirigés par des dictateurs qu'ils ont imposés aux Africains, comme Ouattara, comme Faure Gnassingbé, comme les Déby, comme les Bongo, y compris Oligui Nguema, comme Sassou Nguesso, même dans ces pays-là, comme le Cameroun de Paul Biya, même dans ces pays, comme le Sénégal des aventuriers ambigus, eh bien Sonko et Diomaye, même dans ces pays, les peuples sont en train de presser les armées, de presser les gouvernements parce qu'ils ne veulent plus de l'occupation militaire. Ils ne veulent plus de l'occupation monétaire. Ils ne veulent plus des ingérences politiques. Et ils ne veulent plus de la domination culturelle, eh bien, de l'ancienne puissance coloniale française. Donc, quand je vous dis que la France-Afrique est en état de chaos, l'estocade lui a été portée par les peuples africains déterminés à ne plus être chosifiés. De telle façon que je ne suis pas dans l'abus quand je dis que le peuple français est en train d'être libéré par la résistance des peuples africains. C'est-à-dire que l'échec du néocolonialisme français en Afrique, c'est lui qui se paye de la crise politico-économico-sociale de la France en France. C'est sa perte de puissance dans le monde, qui aujourd'hui se traduit par ses convulsions intérieures. Parce qu'avec quoi compensait-on? Eh bien, les carences de la politique intérieure de la France, on les compensait avec l'argent de l'Afrique. On les compensait avec l'argent gratuit de l'Afrique, comme l'a dit Jacques Chirac. Il faut savoir qu'une grande partie de l'argent que nous avons dans notre porte-monnaie en France, et même en Europe, vient de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Et il faut rendre aux Africains cet argent, d'autant plus que si on ne le fait pas, on ira vers les plus grandes convulsions. N'est-ce pas ce que disait Jacques Chirac, que je vous ai fait écouter plusieurs fois? Mais on est dans les grandes convulsions. Parce que l'Afrique est en train de couper, littéralement, sa mamelle, la mamelle nourricière de la France, l'Afrique, est en train de fermer les robinets. La France est dans un déficit budgétaire de plus de 5%. Il y a elle et l'Italie, les anciennes puissances coloniales, qui ne se sont pas suffisamment réformées, qui sont dans cette situation. La France est en crise économique sévère, avec un déficit budgétaire de plus de 5%. Elle est surendettée. Elle est obligée d'aller acheter de l'argent sur les marchés financiers pour fonctionner. Il faut que vous sachiez que les comptes de la France sont au rouge. Et ces comptes seront d'autant plus au rouge que le modèle de fonctionnement de la France, depuis De Gaulle, a consisté à compenser les incompétences de la gestion de la France par le pillage de l'Afrique. Donc, plus le pillage de l'Afrique va être difficile, plus la gestion de la France sera difficile. Écrivez ça. Écrivez. Plus le pillage de l'Afrique par les multinationales françaises, par l'élite politique, économique française, sera difficile, plus la situation sociale, politique et économique en France sera difficile. Voilà l'explication de la notion de chaos dans la France-Afrique. Le chaos est le double effet des politiques réactionnaires et des politiques révolutionnaires. Le chaos réactionnaire, c'est un chaos qui dégrade la société, qui l'amène vraiment à perdre toutes les valeurs de moralité, toutes les valeurs qui donnent la saveur du bien-être humain. Alors que le chaos révolutionnaire est un chaos de transformation. Il appelle l'émergence de nouvelles forces de vie, de nouvelles forces d'espérance.